La lumière, attendez un tout petit peu, justement, parce qu'on va commencer tout de suite avec le dire. Dans l'espoir peut-être qu'il y a des personnes qui... Vas-y. Voilà, Toi la donc parole. bonsoir à tout le monde. Et puis alors, je me permets tout d'abord donc d'adresser ma gratitude et mes remerciements justement au Centre universitaire d'études marxistes pour cette initiative qui nous permettra, j'espère, de mettre un petit peu de la lumière dans un conflit qui est pratiquement oublié. Là, je parle au sens propre du terme et qui a disparu entre-temps donc du journaux et puis des télévisions, etc. Mais que malgré tout, malheureusement, le peuple sahraoui continue encore vraiment à vivre cette tragédie que j'aurai l'occasion tout à l'heure de détailler. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas donc à vous en tant que représentant du Front Polisario en France seulement, mais aussi en tant que militant d'une cause profondément liée au principe d'émancipation, de justice, d'égalité entre les peuples. Et c'est ça la plus importante chose. Le Sahara occidental, donc en 2025, est pratiquement la dernière colonie en Afrique reconnue en tant que telle par la communauté internationale et en premier lieu par les Nations Unies. L'histoire de la colonisation du Sahara occidental a commencé en 1884, quand l'Espagne a occupé cette région que vous allez voir tout à l'heure, que vous voyez peut-être maintenant donc au nord-ouest de l'Afrique, après la conférence de Berlin, dans laquelle les puissances occidentales ont commencé à partager l'Afrique comme un bien sans propriétaire. 100 années presque, donc de 1884 à 1975, je vais essayer d'être un petit peu bref parce que vous savez, de résumer un conflit qui dure déjà depuis 50 ans en quelques minutes, c'est pas facile. Et ouais, je vais essayer quand même d'être un petit peu assez bref pour que je puisse voir justement de vos questions, etc., ce qui nous permettra évidemment d'aborder les sujets qui vous intéressent le plus. Donc, j'ai dit juste la colonisation espagnole, donc de 1884 à 1975. Et que pendant cette période de la colonisation espagnole, vous pouvez déjà imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour le peuple sahraoui, d'autant plus qu'à partir donc de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était le fascisme en Espagne. Donc, c'était la colonisation et en même temps par un régime fasciste. Autrement dit, ils étaient là pour marginaliser le peuple sahraoui, pour ne rien faire dans le pays en ce qui concerne l'infrastructure, etc., mais de se polluer et exploiter d'une manière vraiment accélérée toutes les richesses des pays qui étaient à l'époque surtout le phosphate, le sel, la pêche et le sable. Même le sable, quand vous allez maintenant aux îles Canaries à la plage, toutes les plages là-bas, c'est du sable qui est venu du territoire sahraoui depuis l'époque et qui continue malheureusement encore aujourd'hui. Maintenant, je passerai donc, enfin, géographiquement, je crois que vous savez tous où c'est le Sahara occidental, donc il est situé au nord de l'ouest de l'Afrique, donc limité au nord. Il y a quelqu'un qui peut atteindre la lumière maintenant. C'est gentil. Parce que je ne vois pas malheureusement ce que vous voulez. Voilà. Alors, c'est là. Voilà. Donc, au nord-ouest d'Afrique, limité au nord par le Maroc, une frontière d'à peu près 420 km, l'Algérie aussi, une frontière de 70 km à peu près. De l'est et au sud, c'est la Mauritanie. La frontière avec la Mauritanie, c'est à peu près 1800 km. Et à l'ouest, évidemment, une façade à l'Atlantique qui est estimée aussi à 1500 km. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'était l'Espagne qui a donc occupé le Sahara en 1884, après la conférence de Berlin. Et donc, depuis 1884 jusqu'en 1975, c'était la colonisation espagnole, donc presque un siècle. Et en 1963, les Nations Unies ont inscrit la question du Sahara occidental à l'ordre du jour en tant que territoire non autonome.
qui devrait donc avoir aussi l'indépendance ou donc d'être décolonisé à travers l'application de la résolution 1514 des Nations Unies qui prévoit donc un référendum libre, général et régulier. Et d'ailleurs, c'était le cas dans plusieurs pays africains, entre autres aussi en Algérie, puisqu'on est ici en France. En 1975, donc, les Nations Unies ont dépêché, quand je dis 75, c'était encore sous l'occupation espagnole. Parce que l'Espagne avait, parce que nous, on avait créé, enfin, je viendrai tout à l'heure peut-être sur ce point, mais en 1975, les Nations Unies ont dépêché une mission d'enquête sur place. L'objectif de cette mission, c'est justement de voir sur place, parce que l'Espagne avait toujours prétendu qu'il considérait le Sahara pas comme une colonie, sinon comme une province espagnole. Donc, elle a toujours prétendu que les Sahraouis sont contents d'être justement citoyens espagnols. Et je répète encore, c'était encore le fascisme. Donc, vous savez bien quand même ce que ça veut dire. Ce qui fait qu'une semaine avant l'arrivée de cette mission, l'Espagne avait décrété pratiquement un cessez-le-feu. Donc, les gens ne pouvaient, enfin, un cessez-le-feu, je veux dire plutôt hein, un couvre-feu, donc pour que les gens ne sortent pas de chez eux, etc. Et il a tout préparé, justement, pour essayer, enfin, il a préparé des manifestations, etc., pour démontrer à cette commission que les gens soutiennent la présence espagnole, qu'ils étaient heureux d'être citoyens espagnols. Seulement, ce qu'il a oublié, c'est que les vêtements chez nous, vous allez le voir peut-être dans quelques photos tout à l'heure, c'est que les femmes portent ce qu'on appelle le melfa, donc c'est un petit peu, enfin, c'est un grand morceau de tissu que les femmes donc mettent autour, comme les femmes indiennes à propos. Et les hommes portent les dara, donc les bobous, c'est aussi un petit peu. Donc, autrement dit, on peut cacher pas mal de choses en dessous. Il suffit que les gens qui sont rassemblés pour, donc les autorités espagnoles croyaient qu'elle allait recevoir comme elle, ils voulaient donc cette mission. Une fois que les membres de la mission ont quitté leur voiture, parce qu'ils sont arrivés à l'aéroport, puis ils étaient acheminés par voie terrestre, donc au lieu de la manifestation, tout le monde donc a tiré les drapeaux du Front Polisario qui existe déjà depuis 2 ans et ont commencé à crier Espagne dehors, Espagne fuera, donc Espagne dehors, etc. Et que vive le Front Polisario. Ce qui fait que au mois d'octobre de la même année, cette mission a donc rendu un rapport un rapport de mission dans lequel il a dit que la chose la plus importante qu'il a constatée donc pendant cette visite, c'est le rattachement du peuple sahraoui aux idéaux du Front Polisario et que c'est sa volonté justement d'indépendance. Voilà. Donc le Front Polisario, un mouvement de libération, a été créé le 10 mai 1973. Donc on vient de fêter il y a à peine quelques jours justement le 52e anniversaire de la naissance du Front Polisario. Front Polisario a été créé pourquoi? 10 jours plus tard, donc le 20 mai, bientôt ça sera aussi un anniversaire chez nous, qui est fêté aussi au niveau national, le Front Polisario a déclenché sa première opération contre l'occupant espagnol. Et dans cette opération, il y avait 7 personnes avec 2 fusils qui dataient de la Première Guerre mondiale et, si je ne me trompe pas, 32 hein? Des cartouches. Voilà, merci, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc c'est pour vous dire avec quels moyens, le point de départ, avec quels moyens a été fait. Et évidemment, le moyen de transport, c'était des chameaux à l'époque. Et alors, cette opération, j'ai dit tout d'abord pourquoi le Front Polisario a opté pour 2 options. La lutte sur le plan diplomatique et politique, donc la mobilisation de la population, et d'un côté, la lutte armée. Ce n'était pas un choix, mais c'était une obligation. Pourquoi? Parce que avant avant la naissance du Front Polisario, il y avait un autre mouvement de libération qui a essayé par des moyens pacifiques et qui a commencé à manifester et que la réponse des autorités espagnoles, et je répète encore, c'était encore le franquisme, et la présence militaire qui était sur place, c'était l'équivalent de ce qu'on appelle ici la Légion étrangère, Tercio, en Espagne. Donc en Espagne, ça s'appelle le Tercio, mais c'est l'équivalent de la Légion étrangère. Alors, je ne sais pas si vous savez qui va dans cette légion, etc. Mais en tout cas, souvent, à l'époque surtout, pour au moins ce que nous, on avait dans notre pays, c'était en grande partie des Allemands, etc., qui fouillaient, enfin,
des criminels qui fouillaient justement des jugements dans leur pays, etc. Et qu'ils trouvent un moyen comme ça de continuer leur vie, hein, à servir donc le fascisme espagnol. Donc, ils ont tiré sur les manifestants, ils ont arrêté toute la direction, il y a eu des centaines de morts, etc. Ce qui fait que pour les nationalistes sahraouis, la conclusion était qu'avec les moyens pacifiques, on ne va pas beaucoup loin. Et donc, il a fallu effectivement lutter sur les deux plans. Et c'est dans ces conditions que le Front Polisario donc, est né donc, le 10 mai 1973 et la première opération a été déclenchée du jour plus tard, donc le 20 mai. 21 novembre 1979, il faut dire qu'à partir de 1963, les Nations Unies ont chaque année adopté une résolution, si ce n'est pas deux. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité, à l'exception de deux voix. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. C'était l'Espagne et le Portugal, qui étaient aussi donc fascistes, donc alliés de l'Espagne à l'époque. Mais le Maroc et la Mauritanie ont tous les deux voté justement ces résolutions qui demandaient quoi? L'organisation d'un référendum libre, général et régulier pour permettre au peuple sahraoui de s'autodéterminer. Et les représentants de ces deux pays ont pris la parole maintes fois devant l'Assemblée générale des Nations unies pour exiger, justement, pour dire que leur pays et leur gouvernement soutient justement le processus unionien et qui demande l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Il se trouve que malheureusement, par la suite, ils ont un petit peu changé leur position et je viendrai tout à l'heure justement à cette question, c'est que donc en 1975, et là, ça joue un petit peu notre thème aujourd'hui parce que c'est la colonisation, la décolonisation, la colonisation, la lutte du peuple sahraoui et un petit peu donc le marxisme et l'impérialisme. Il faut dire qu'en 1975, le monde était encore divisé en deux blocs. Et donc, tout ce qui était mouvement de libération, dès le départ, était caché rouge. Donc, ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Le Front Polisario, et je dis ça tout de suite, c'est une plateforme, c'est pas un parti politique. C'est un mouvement qui a été créé à l'époque, qui ressemblait tout le monde, enfin, toutes celles et ceux qui sont pour le droit à l'autodétermination et surtout pour donc exiger la libération et l'indépendance du Sahara occidental. Et ça veut dire que, justement, elle a été créée pourquoi? Pour éviter toutes les divisions. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, enfin, il y en a pour éviter les divisions entre, justement, les militants et pour ne pas créer des mouvements parallèles, comme c'est le cas, malheureusement, dans d'autres régions du monde. Donc, ce n'est pas un parti politique, comme j'ai dit, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que, donc, une plateforme, et d'ailleurs, c'est grâce à ça que jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, c'est le seul mouvement de libération où il n'y a pas eu des luttes internes. Donc, à ce moment-là, donc, je dis, en 1975, les trois pays, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Espagne considérait le Sahara occidental pas comme une colonie, sinon comme une 53e province espagnole. Le Maroc, il réclamait pratiquement l'ensemble des pays comme, soi-disant, une partie de son territoire. La Mauritanie en faisait le même. Et les trois pays sont allés devant la Cour de justice de La Haye, la Cour de justice de La Haye, le mois d'octobre, avec tous les avocats qu'on peut imaginer. Et donc, le Maroc était là, la Mauritanie était là, l'Espagne était là, et les premiers concernés qui sont les Sahraouis étaient absents. Et malgré tout, la conclusion de cet accord était aussi claire et nette, c'était aussi le mois d'octobre 1975, qui disait que tout ce qu'ont présenté ces trois pays ne remet pas en cause le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est à partir de ce moment-là que Kissinger, vous le connaissez tous, commençait à l'époque à bouger, en disant aux trois pays qui sont pro-occidentaux, si vous continuez à vous vous combattre donc les uns contre les autres, il n'y a que les rouges qui vont gagner. Et donc, c'est pour ça qu'il les a amenés à négocier pour trouver un accord entre les trois. Parallèlement à ça, j'oublie, enfin, pour ne pas oublier, nous, on avait déjà
2 ans de guerre contre l'Espagne et on avait des prisonniers. Et l'Espagne a envoyé enfin, le père de prison, enfin, de monsieur, donc, Juan Carlos, c'est l'ancien roi d'Espagne, qui n'était pas encore à l'époque au pouvoir parce que Franco était encore mourant pendant cette période. Il était hospitalisé. Et personne ne savait s'il était déjà mort ou pas. Il a commencé donc, l'Espagne a commencé à négocier avec nous et nous avons conclu un accord en vertu de quoi le Maroc, pardon, l'Espagne avait accepté de mettre en application les résolutions des Nations Unies qui stipulaient l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Et alors, en vertu de ces accords, nous avons libéré nous avons libéré les prisonniers espagnols militaires qu'on avait. Et l'Espagne, malheureusement, n'a pas tenu parole parce qu'au moment où ils négociaient avec nous, comme j'ai dit tout à l'heure, sous impulsion américaine, ils étaient en train de négocier avec le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne à Madrid. La conclusion de ces négociations, c'était le 14 novembre 1975, les accords dits tripartites, parce qu'ils étaient signés par les 3 pays. Pour vous les résumer en quelques mots, donc une règle, le nord pour le Maroc, le sud pour la Mauritanie et les richesses entre les 3 pays signataires. Tout un chacun et toute une chacune va se demander et le peuple dans tout ça. Donc c'est comme un gâteau, tu prends une part, je prends une part, et puis alors les richesses. Et c'est pour ça que le Front Polisario, évidemment, a rejeté cet accord, d'ailleurs qui n'a été reconnu par aucune instance internationale, ni régionale d'ailleurs, et que malheureusement, nous, on s'attendait à que le Maroc et la Mauritanie, en tant que pays voisins, africains, musulmans, tout ce qu'on peut dire, allaient nous soutenir contre l'occupant espagnol. Et ce qui s'est passé, c'est tout à fait le contraire. C'est pour ça que c'était une période la plus difficile de notre histoire puisqu'on était surpris. Et c'était sauf qui peut parce que, donc, au début de 1960, octobre 1975, l'armée marocaine avançait du nord et l'armée mauritanienne avançait du sud. Et j'ouvre une parenthèse, peut-être vous avez tous entendu parler de la soi-disant marche verte, que nous disons marche noire. Et que c'était soi-disant des civils avec du courant, etc., qui avançaient pacifiquement, etc. Pour dire la vérité, c'était juste une pièce de théâtre pour détourner l'opinion, justement, et les caméras du monde, alors que l'armée marocaine était déjà entrée dans le territoire et avait déjà occupé des localités qui n'étaient pas occupées par les Espagnols, mais déjà libérées par les combattants sahraouis. Et d'ailleurs, à cette période, le roi du Maroc avait fait, à l'époque c'était Hassan II, donc le père de l'actuel roi, dans un discours, vous pouvez encore le trouver, dans lequel il dit à ses marcheurs, à ses soldats, allez, si vous trouvez des Espagnols, prenez-les dans les bras, partagez avec eux leur nourriture, et si vous trouvez quelqu'un d'autre, il faut le tuer. Quelqu'un d'autre, évidemment, qui n'est pas espagnol, ça veut dire que ce sont les combattants sahraouis. Donc cette période, comme j'ai dit, c'était sauf qui peut parce qu'on s'attendait à tout sauf ça. Parce qu'avant, la lutte, pas la guerre contre l'Espagne, c'était plutôt une guerre de guérilla, etc. Donc, c'était des gens qui travaillaient la journée, puis alors, la nuit, menaient des actes des activités de résistance, etc. Et que d'un seul coup, comme j'ai dit, donc, 2 armées qui avançaient et qui prenaient pratiquement la population, on inclut donc la population civile saharaoui. Et c'était sauf qui peut, ce qui fait que parfois, il y a des parents qui sont sauvés, puis il y a les enfants qui sont restés. Parfois, c'est le père et la maman avec les enfants qui sont restés. Parfois, c'est l'inverse, etc. Parfois, c'est les enfants sans parents, etc. Et puis alors, il n'y avait aucune infrastructure aussi qui était prête pour les recevoir. Ce qui fait qu'on avait installé des petits compléments de fortune partout où on pouvait. Et malheureusement, ils étaient aussi l'objectif de l'aviation marocaine qui était bombardée par le napalm. Et là, je parle donc de fin 75, début 76. C'était vraiment la période la plus dure et la plus noire de notre histoire. Ce qui fait que c'est ce qui nous a obligés d'essayer au moins de sauver cette population et de l'installer sur la frontière algéro-sahraoui pour qu'au moins elle soit à l'abri devant l'aviation marocaine. Le peuple sahraoui, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, bon, c'est un peuple, enfin, comme des peuples nord-africains, etc., avec sa langue nationale, qui est le Hassaniya.
enfin, dialecte, parce qu'il faut bien oublier, il faut pas oublier que pour les peuples, enfin, les peuples arabes, il y a ce qu'on appelle les dialectes, il y a la langue arabe, évidemment, qui est écrite, etc. Donc, il y a une certaine reconnaissance internationale du Front du Polisario à partir de 1979 et que depuis 1979, le Front Polisario est considéré par la communauté internationale et surtout par les Nations Unies et le Conseil de sécurité comme deuxième partie dans le conflit et que, comme j'ai dit, toutes les organisations, qu'elles soient internationales ou régionales, reconnaissent le droit du peuple sahraoui à l'autodetermination. Le 27 février, le peuple sahraoui, en 1976, le peuple sahraoui a proclamé la République sahraoui, l'indépendance. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit avant, que les Nations Unies, la communauté internationale exigeaient de l'Espagne d'organiser un référendum. Mais au lieu de respecter cet engagement, l'Espagne, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il a conclu des accords illégaux, donc il s'est retiré en laissant ce qu'on appelle un vacuum derrière elle. Et donc c'est pour ça que le peuple sahraoui a proclamé la République sahraoui pour justement faire face à ce vacuum qui a été laissé aux yeux du droit international laissé par l'Espagne. Mais en même temps, on n'a pas fermé la porte devant justement les négociations en tant que mouvement de libération. Et parce que, comme j'ai dit, donc, cet État, depuis donc, sa proclamation, c'est une décision souveraine de chaque État de le reconnaître ou pas. Aujourd'hui, il est reconnu par 88 pays, 84 pays de par le monde et par les Nations Unies et par l'Union africaine et les mêmes membres fondateurs de l'Union africaine. Et nous avons donc un État avec toutes les institutions qu'on peut imaginer, ces institutions qui sont donc le pouvoir exécutif, un gouvernement, comme vous pouvez l'imaginer, mais quand même un gouvernement qui ne nous contrôle malheureusement pas ses richesses, et un pouvoir législatif, nous avons un parlement. Le Front Polisario, et je reviens tout à l'heure enfin, sur le Front Polisario qui n'est pas un parti, mais qui tient des congrès tous les 4 ans, et pendant ces congrès, donc, il n'y a pas uniquement le renouvellement donc, de la direction du Front Polisario, mais en même temps, donc, il y a le programme, donc, enfin, les programmes dans tous les domaines, programmes d'action pendant 4 années, dans tous les domaines. Et donc, le gouvernement, il est là pour justement appliquer ce programme et le Parlement pour contrôler les actions de ce gouvernement. La mission des Nations, bon, après 16 ans de guerre, plutôt, je vous dire, j'ai parlé tout à l'heure de la Mauritanie, il faut dire qu'en 1979, la Mauritanie, il y a eu un putsch en Mauritanie, et les nouvelles autorités mauritaniennes ont entamé des négociations avec les autorités sahraouies. Ces négociations ont abouti le mois de septembre 1979 aux accords de paix entre les deux pays. En vertu de ces accords, la Mauritanie s'est retirée des zones qu'elle occupait du Sahara occidental et elle a reconnu officiellement l'État sahraoui. La guerre continue contre le Maroc, contre l'armée marocaine. Quand je dis le Maroc, ce n'est pas le peuple marocain, l'armée marocaine, pendant jusqu'à 1991. Et il faut dire que le Polisario n'a cessé dès le début, de demander des négociations afin de trouver une solution pacifique. Et c'est malheureusement le roi du Maroc à l'époque qui a bouché les oreilles en croyant que la supériorité de son armée, parce qu'effectivement, il est vraiment supérieur en nombre et en matériel, qu'il était en mesure d'imposer une solution militaire. Seulement après 16 ans de guerre, je dis même les premières années, les combattants sahraouis ont commencé à attaquer l'armée marocaine, pas uniquement dans les zones occupées, pas simplement dans les zones occupées du Sahara occidental, mais aussi dans le sud Maroc lui-même. Ce qui fait qu'après quelques années, au lieu que le Maroc, enfin, les autorités marocaines atteignent leur objectif, autrement dit, de résoudre le problème militairement, l'armée marocaine s'est trouvée elle-même en difficulté. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, ce conseil de gouvernement occidental, entre autres, donc la France, ont accepté le principe des négociations. Ces négociations ont commencé en 1982 dans différents pays. C'était le premier lieu, c'était Bamako, donc la capitale malienne. Et puis sont enchaînés jusqu'à la fin de l'année 88.
Le résultat de ces négociations, c'est ce qu'on appelle le plan de paix des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine. À l'époque, c'était l'Organisation de l'Unité africaine, mais entre temps, c'est l'Union africaine. Donc, le plan de paix de ces organisations pour le Sahara occidental. Pour vous résumer en quelques mots, enfin en quelques points, un cessez-le-feu, le retour des réfugiés, une mission des Nations Unies pour superviser ce cessez-le-feu, et la dernière étape, l'organisation de référendum. Ce plan a été accepté et négocié pendant des années, accepté par les deux parties et par la suite à l'unanimité par la communauté internationale dans la résolution 690 des Nations, enfin, du Conseil de sécurité à l'unanimité. Et il n'est pas tombé du ciel. Donc, accepté par les deux parties. Donc, le gouvernement marocain et les autorités sahraouies. Et il y avait même un calendrier qui était établi pour sa mise en application. La dernière étape, qui était, donc il y a une mission des Nations Unies qui a été créée. Justement, c'est la mission des Nations Unies, vous voyez son nom, donc mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, ou ce que peut-être quelques-uns parmi vous connaissent comme MINURSO, mais enfin c'est une création de son nom. Cette mission donc a repris dans son travail. Le cessez-le-feu est rentré donc en vigueur le 6 septembre 1991 et que donc la dernière étape de la mise en application de ce plan de paix, conformément au calendrier qui était établi et accepté par les deux parties, devrait avoir lieu le mois de février 1992. Et jusqu'aujourd'hui, le peuple sahraoui attend encore que la communauté internationale assume ses responsabilités et que surtout les autorités marocaines respectent leur engagement. Jusqu'aujourd'hui, comme j'ai dit, comment on est arrivé à cette situation? Par la suite, malheureusement, on a bien remarqué que ce que voulaient les autorités marocaines se trouvait, comme j'ai dit tout à l'heure, ils avaient des difficultés sur le plan militaire. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont accepté le principe de négociation, voire même la tenue d'un référendum, puisque c'est le roi même qui avait dit que moi, je suis le roi d'ailleurs du Maroc, moi, je suis pour le référendum, et si jamais les Sahraouis choisissent l'indépendance, je serai le premier à ouvrir une ambassade à Laayoune, donc qui est la capitale sahraoui. Mais que malheureusement, par la suite, on s'est rendu compte que ce que voulaient les autorités marocaines, c'est oui au référendum, mais à condition qu'on aurait déjà le résultat de ce référendum dans la main avant même que ce référendum ait eu lieu. Et leur tactique, c'était quoi? C'était donc de transférer des milliers de citoyens marocains au territoire que lui occupait du Sahara occidental et prétendre que ce sont des citoyens sahraouis qui sont, je ne sais pas quelle génération, donc immigrés au Maroc, et que d'après eux, ils devraient participer, donc ils devoir de participer à ce référendum. Et c'est comme ça, malheureusement, que les autorités marocaines fassent ça. C'était prévu. Mais que malheureusement, la communauté internationale est restée inertie, les bras croisés, c'était vraiment la chose auquel on ne s'attendait pas. Donc, on a commencé à protester, etc., etc. Mais malheureusement, les grands de ce monde n'ont rien fait pour obliger les autorités marocaines, justement, de respecter leur propre engagement. Et comme ça, comme j'ai dit, bon, à un moment donné, on avait même accepté ce principe de revoir et rouvrir la liste des votants. Et les Nations Unies ont créé une commission dite commission d'identification qui a travaillé pendant 4 ans et qui a identifié chaque personne amenée par le Maroc, par les autorités marocaines et installée dans les zones occupées qui prétendaient qu'elle était sahraoui. Et il faut, juste pour voir un petit peu les difficultés de travail de cette mission, la majorité de ces fonctionnaires venaient de la Chine, de la Russie, de l'Europe, etc. Et pour eux, évidemment, c'est tellement difficile de distinguer entre un Sahraoui et un Marocain quand on se limite justement à la couleur de la peau. Mais malgré tout, il a fait un travail remarquable et il a remis aux deux parties les résultats de son travail le mois de janvier 2004. Quelques années plus tard, le Maroc, il a dit, je ne veux plus de référendum. Pourquoi? Parce que, il faut dire que le roi Hassan II est mort, et puis c'est son fils qui avait rejeté ça. Et pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas atteint son objectif. Et que malgré toutes les manœuvres, les Nations Unies ont établi des listes révisées des votants
qui peut être des petites erreurs, mais ce n'est pas vraiment des erreurs qui pouvaient changer le résultat du référendum. Et quand il a dit je ne veux plus de référendum, les Nations Unies n'ont rien fait contre. Et le Conseil de sécurité n'a rien fait contre. Il a raison, je viendrai tout à l'heure quand j'évoquerai la position de la France, puisque c'est la deuxième partie de mon intervention. Donc, c'est la situation de blocage. Et cette situation, malheureusement, dure jusqu'aujourd'hui. Peut-être que vous allez rencontrer des diplomates marocains qui vont vous dire le référendum, ce n'est pas le Maroc qui l'a rejeté, mais c'est les Nations Unies qui a dit qu'il n'est plus capable d'organiser ce référendum. Ce qui n'est pas vrai. Parce que, normalement, toute la documentation nécessaire pour l'organisation d'un référendum est à Genève et que les Nations Unies sont capables d'organiser le référendum en quelques mois. Il suffit d'avoir la volonté politique de l'autre partie. Voilà, donc on passe. Cette bataille juridique, c'est pour dire justement que, je reviendrai peut-être tout à l'heure aussi en parlant de la France sur cette question, mais que, vous savez, on va se poser la question, pourquoi justement cette guerre? Pourquoi toute cette tragédie? À vrai dire, le Maroc, il en a assez de territoire. Et le Sahara n'a jamais fait partie du Maroc. Mais l'objectif, c'est les richesses. Le colonialisme espagnol était là pour les richesses et le nouveau colonialisme, les autorités marocaines sont là aussi pour les richesses, pour nos richesses. Et évidemment, ils ont commencé à exploiter ces richesses d'une manière illégale. D'ailleurs, aussi avec la complicité de l'Occident, y compris de l'Union européenne. Il y a 12 ans, nous avons averti toutes les institutions européennes en disant ce que vous faites est illégal et que notre objectif, ce n'est pas de vous priver des richesses du Sahara occidental et que nous savons bien que, effectivement, ces richesses doivent être exploitées. Seulement, notre objectif, c'est de négocier et de trouver un moyen, un accord qui, donc, d'un côté, respecte la légalité internationale et de l'autre côté, les intérêts du peuple sahraoui et des autres. Donc, de trouver un accord qui respecte les intérêts des deux parties, mais aussi le droit international. Et c'est les institutions européennes, à tous les niveaux, que ce soit la Commission, le Conseil, etc., qui ont refusé, et d'ailleurs aussi avec des entreprises, et qu'ils ont toutes refusé, ils ont commencé à négocier avec les autorités d'occupation marocaines, alors qu'ils savent que les autorités marocaines, la présence marocaine au Sahara occidental n'est autre que occupation. Et alors, pendant 12 ans, nous étions obligés, justement, de, effectivement, les traîner devant les tribunaux européens. Et chaque fois que nous avons gagné une bataille, la première bataille, c'était de prétendre que le Polisario, peut-être, représente le peuple sahraoui politiquement, puisque c'est lui qui négocie au nom du peuple sahraoui aux Nations Unies, et d'ailleurs aussi avec le Maroc. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une personnalité juridique qui peut effectivement déposer plainte au nom de ce peuple. Et c'était le premier procès qui était tranché. Les juges ont dit que le Polisario a une personnalité juridique et qui est apte donc à déposer plainte. Ils ont interjecté appel et puis après, ils ont commencé à dire, bon voilà, nous, on a conclu un accord avec le Maroc, mais on n'a pas dit mais que cet accord n'inclut pas le territoire sahraoui. Alors nous, on a dit, il n'y a pas de problème. Si cet accord ne prend en considération que le Maroc dans ses frontières internationalement reconnues, nous ne sommes pas intéressés. Ce n'est pas notre problème. C'est à ce moment-là que, évidemment, ce qui les intéresse tous, c'est les richesses du peuple sahraoui. Donc, à ce moment-là, ils ont dit, ah, OK, on va inclure le Sahara. Et puis, ils ont inclus le Sahara. Alors que le tribunal, il dit, OK, il n'y a pas de problème, c'est légal ce que vous faites, puisque vous dites que le Sahara. Donc, ah oui, là, non, mais on doit inclure le Sahara. Et puis, ils ont inclus le Sahara, tout en prétendant ce qu'ils font là-bas profite à la population sahara. Ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que tout ce qu'ils font là-bas, ça ne fait que renforcer la colonisation. Ils n'ont pas en profit du peuple sahraoui. Et en plus de ça, ce que dit le droit international, ce n'est pas est-ce que ce que tu fais est dans l'intérêt de ce peuple ou pas,
Sinon, ce que tu fais, est-ce qu'elle est légale ou pas? Et la conclusion, elle est claire. Tant que le peuple n'est pas d'accord, sans le consentement du peuple, et dans ce cas-là, donc, son représentant unique et légitime qui est le Front Polisario, tout ce qui se fait là-bas, c'est illégal. Donc, on a passé, on les a amenés de nouveau devant le juge. Et donc, ils étaient là-bas sur place pour essayer, enfin, parce que vous savez, les zones occupées, ben, soi-disant des élus, etc., en disant, voilà, les élus prétendent que tout ça, ce qu'on fait, c'est pour le bien, etc. Mais en tout cas, tout ça, ça n'a rien donné. Et la dernière décision est tombée, donc définitive, après tous les affaires, enfin, tous les recours qu'ils ont introduits, etc. La dernière décision a eu lieu le 4 octobre, si je ne me trompe pas, 2024. Donc, il y a à peine quelques mois. Et elle est claire et nette. Le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires distincts. Le statut de la présence marocaine au Sahara, c'est un statut d'occupant et que toute exploitation des richesses ou investissement dans ce territoire ne peut se faire sans le consentement de ce peuple à travers son représentant, le Front Polisario. Point à la ligne. Depuis cette décision, au lieu de respecter cette décision, je reviens de tout à l'heure justement aussi de dire quelque chose sur la position française, si on croit toujours la France malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu des accords. Et en plus de ça, il s'est dit aussi que tous les produits qui proviennent du Sahara occidental et qui atterrissent ici donc sur le marché européen doivent porter l'étiquette Sahara occidental et non pas l'étiquetage Maroc. Ça n'a pas été exécuté, mais comme j'ai dit, depuis cette décision, donc les accords entre l'Union européenne et le Maroc n'ont pas été renouvelés. Il faut dire aussi que le tribunal européen a aussi ajouté encore quelque chose en disant, même quand on parle que ça profite au peuple sahraoui, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une grande partie du peuple sahraoui qui se trouve dans les campements de réfugiés, même si on prétend que, effectivement, la population sur place, etc., ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais même on peut accepter le fait qu'ils profitent de ça, mais que dire de la population dans les zones occupées du Sahara occidental? Donc ça, c'est la bataille juridique. Voilà. Maintenant, la solidarité. Bon, en commençant mon chapitre donc de la France, j'ai préféré de le faire avec cette photo pour dire la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Pour nous, il y a le peuple marocain, il y a les autorités marocaines. Et nous estimons que le peuple marocain est aussi victime que nous, justement, de cette guerre. Parce que la guerre, vous savez, ne fait vraiment, il n'y a aucun gagnant. Donc, pour la France aussi, j'ai commencé par cette pour dire que pour le peuple français, c'est vraiment la solidarité. Et je veux le dire pourquoi? Parce que le premier comité de soutien, le premier comité de soutien pour la cause du peuple sahraoui a été créé ici en France et précisément à la ville de Mons, hein, et qu'il y a des femmes et des hommes même de cette époque qui accompagnent la lutte du peuple sahraoui jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que la solidarité du peuple, ce n'est pas le peuple français qui est en question, mais la politique de son gouvernement. Et maintenant, donc, pour dire que malheureusement, le soutien, et j'ai pas dit je dis pas le gouvernement français, je dis les gouvernements français. Parce que depuis le début du conflit, la France, l'Espagne, elle est responsable de toute la tragédie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté ses propres engagements et n'a pas organisé les référendums. Mais la France, elle est responsable de tout le blocage et du responsable du fait que jusqu'aujourd'hui, 52 ans plus tard, le conflit du Sahara occidental est toujours là et la souffrance du peuple sahraoui est toujours là, malheureusement. Dès le début, en 1976 et 1977, le Maroc, Giscard d'Estaing avait déjà envoyé ses avions Jaguar, des bases au Sénégal, la base sénégalaise qui existe toujours. Pas pour longtemps, j'espère, mais il existe toujours. Pour bombarder non seulement uniquement les combattants sahraouis, mais même les civils qui fouillaient dans le désert. Le soutien français, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur tous les plans, malheureusement, tous les gouvernements, quels que soient les gouvernements qui sont succédés en France, étaient pratiquement constants dans leur soutien.
Et on a beaucoup parlé maintenant de la lettre qui a été envoyée par M. Macron la fin de mois de juin dernier, mois de juillet, pardon, donc au roi du Maroc, dans laquelle, qu'est-ce qu'il dit? Je cite juste une phrase, l'actuel pour la France, l'actuel et l'avenir du Sahara, pour la France donc, c'est dans l'autonomie proposée par le Maroc, le plan d'autonomie. Alors, moi, j'ouvre juste une parenthèse pour dire, je ne sais pas, mais quand même, à ce que je sais, ce n'est pas sahraoui, il n'est pas un dirigeant sahraoui. Donc, au nom de quoi un dirigeant étranger se permet justement de décider comme ça le sort de tout un peuple? Moi, je dis c'est blanc ou noir, c'est parce que je l'ai dit comme ça. Mais je voulais juste dire que ce qu'il a dit, c'est que juste, il a préféré, enfin, il a choisi, peut-être il y a des raisons que je pourrais dire tout à l'heure, de mettre sur la table ce que tous les gouvernements français ont tout le temps mis au-dessus de la table. Vous avez peut-être parlé justement de cette soi-disant proposition d'autonomie. Et souvent, on dit la proposition d'autonomie du Maroc. À vrai dire, ce n'est pas une proposition d'autonomie qui vient du Maroc. C'était Jacques Chirac, à l'époque, quand il s'est rendu compte que les autorités marocaines avaient le dos au mur, justement parce qu'ils refusaient le référendum, etc. Il a dit, bah, écoutez, il faut quand même, pour ne pas être isolé sur la scène internationale, les condamner, etc., il faut amener. Et puis alors, il a fait cette proposition, soi-disant, d'autonomie. Et il l'a amené aux Nations Unies en disant, on veut négocier maintenant sur l'autonomie. Notre réaction, et d'ailleurs c'est une réaction des défis, on a dit il n'y a pas de problème. Et on lui dit jusqu'aujourd'hui, pourvu, au lieu de recommencer à négocier depuis zéro, on prend les choses là, on les a laissées. Les accords que nous étaient déjà conclus prévoyaient une question claire et nette, blanc ou noir, indépendance ou intégration au Maroc. Maintenant, la seule chose qu'on peut faire, il n'y a pas de problème, c'est de ouvrir la question, d'élargir la question pour inclure aussi le choix d'autonomie ou le choix de confédération et toutes les possibilités. Mais ce que nous, on exige, et on continue de l'exiger, et on va le faire jusqu'au dernier jour, c'est qu'on ne peut pas permettre à qui que ce soit de décider à la place du peuple sahraoui. C'est au peuple sahraoui et au peuple sahraoui seul de dire, de décider son avenir. C'est la seule condition que le Polisario ait. Et d'ailleurs, M. Boutros-Ghali, à l'époque, quand il était secrétaire général des Nations Unies, après la conclusion des accords entre les deux parties, il avait envoyé des lettres écrites aux deux parties. Parce que l'objectif, c'était quoi? Parce que vous savez, quand il y a vraiment la bonne volonté, c'est qu'il faut aller au référendum main dans la main et non pas dos à dos. Et quand on va main dans la main, ça veut dire que toutes les parties savent bien que, quel que soit le résultat, ils ne vont pas perdre beaucoup de choses. Et c'était toujours notre espoir. Et là, donc, envoyer des questions aux deux parties en disant qu'est-ce que vous exigez de l'autre partie si vous perdez le référendum? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à donner ou à céder à l'autre partie dans le cas où vous gagnez le référendum? Nous avons répondu en 24 heures en disant si jamais on perd le référendum, on n'exige rien. Absolument rien. Deuxième chose, si on gagne le référendum, nous sommes prêts à prendre en considération tous les intérêts du Maroc parce que nous sommes pragmatiques et on sait bien que la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de couper notre pays de la main ailleurs. On va coexister avec le Maroc en tant que voisin, un grand voisin, et c'est tout à fait normal de prendre en considération ses intérêts dans tous les domaines. Et le Maroc, malheureusement, les autorités marocaines, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas répondu à cette question. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et je vois juste en parenthèse, et c'est ma conviction personnelle, j'en suis sûr et certain que si demain ou après-demain, nous, on dit, nous voulons être marocains, ils vont faire comme Israël. Ce n'est pas vous qui décidez, nous, on va mettre à la frontière et décider qui peut revenir et qui ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils savent bien, et d'ailleurs, c'était la raison pourquoi le roi Hassan II avait accepté le référendum et était vraiment prêt à aller dans ce sens. C'est parce qu'il sait bien que les Sahraouis n'ont pas été élevés on était élevés dans une autre vie politique, une autre mentalité politique, etc., que ça peut effectivement constituer un danger pour le palais. Donc, pour revenir à la France, le soutien politique, le soutien diplomatique, le soutien politique n'ont jamais fait défaut aux autorités marocaines. Et quand j'ai dit la France, c'est quand même un membre permanent du Conseil de sécurité.
Et donc, c'est lui-même viole les décisions du Conseil de sécurité, alors que, vous savez, chaque fois que j'écoute les informations, enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait comme moi ou pas, je regarde, ouais, je vais essayer, enfin, 2 minutes encore. J'ai regardé l'interview ou l'émission qui a été faite avec le président de la République c'était le dimanche, hein, il y a à peine c'était le dimanche. Et puis alors, en parlant de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, il a répété à plusieurs reprises, on ne peut pas violer le droit international, on ne peut pas faire de la politique de deux poids, deux mesures, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Eh ben, vous pouvez bien imaginer que j'étais dans mon truc comme ça, vraiment, je commençais à suivre parce que je dis, mais c'est pas possible. Il est le premier à faire ça quand ça lui fait, quand ça rend service justement à ses intérêts. Et ça discrédite justement la politique. Parce que, vous savez, dans mon travail, moi j'ai de contact avec plusieurs représentants politiques ici, etc., des parlementaires et tout. Et souvent, il y a enfin, d'autres partis politiques qui me posent des questions, mais pourquoi ce qu'ils appellent le Sud ou le Grand Sud, qu'on ne nous comprend pas dans la question de l'Ukraine? Je dis, ben, c'est à cause de cette politique de poids de mesure. Regardez, par exemple, et là, j'ai pensé, j'espère que vous la partagez avec moi, en train de parler aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Mais où est-ce qu'il est le monde? Où est-ce qu'il est l'égalité? Où est-ce qu'il est la justice? Donc, c'est ça vraiment qui fait saigner le cœur. Et donc, vous allez me dire pourquoi la France a cette position. Évidemment, pour ses intérêts impérialistes, économiques, etc. C'est des entreprises françaises qui dictent la politique. Et si le président français donc a fait cette lettre au roi du Maroc, c'est parce que les entreprises, ce n'est pas parce que c'est une nouvelle position, non. Il a juste un petit peu la forme parce qu'il était exigé par le roi du Maroc. Et c'est les entreprises françaises qui ont exercé des pressions sur sur le président français pour qu'il envoie cette lettre afin qu'effectivement, il récupère donc ce qu'ils ont perdu sur le marché marocain. Et actuellement, vous avez lu peut-être il y a à peine quelques jours, 3 ou 4 jours, même ils veulent investir, l'agence de développement, merci, l'agence de développement française veut investir pas moins de 150 millions dans les territoires occupés du Sahara occidental. Et alors qu'ils savent que c'est illégal. Et alors que, moi, je me pose la question, comment ça se fait qu'un gouvernement responsable encourage ses entreprises d'investir dans un territoire alors qu'il sait d'avance qu'il risque demain ou après-demain d'être traîné devant les tribunaux? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est irresponsable. Est-ce que c'est des mots qui vont rester mots justement pour essayer d'exercer une pression sur le peuple sahraoui? Enfin, ou est-ce qu'ils vont vraiment passer à des choses concrètes? Moi, je crois quand même parce qu'ils sont déjà présents, malheureusement, dans pas mal de domaines, dans les territoires occupés. Tout ça, c'est illégal. Le peuple sahraoui, je conclus justement en disant que le peuple sahraoui ne demande pas le ciel. Il demande juste d'être traité en tant qu'adulte, de nous donner la possibilité de dire nous-mêmes, ce qu'on peut faire, de décider donc de nous, et non pas de nous dicter. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la paix peut profiter à tout le monde. Dans la paix, il n'y a que des gagnants. Et que malheureusement, l'autre partie doit comprendre que la paix ne se fait pas avec les amis. Et chez nous, on dit on ne peut pas applaudir avec une seule main. Il faut toujours avoir deux mains pour qu'on puisse applaudir. Malheureusement, jusqu'à présent, cette main tendue pour la paix, pour voir comment dirais-je, les intérêts de tous les peuples de la région, n'a pas encore trouvé vraiment quelqu'un qui peut la prendre. Vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, comme j'ai commencé tout à l'heure, la solidarité. La solidarité, c'est vraiment quelque chose qui me fait chaud au cœur. Parce que vous savez, c'est au moins, avec cette solidarité, chaque fois il y a des actions ici. Michel, tout à l'heure, il a parlé de cette marche de liberté qui traverse donc le territoire, enfin qui a traversé tout le territoire français, puis maintenant ils sont en Espagne pour exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis. Euh, j'ai participé à plusieurs de ces étapes en France et vraiment j'ai eu l'occasion de voir l'engagement de beaucoup de monde, beaucoup de femmes et des hommes, et ça fait vraiment chaud au cœur parce que, vous savez, le gouvernement est une chose, le peuple est une autre chose, et nous comptons sur votre solidarité. Il y a l'association des amis de la race ici qui a besoin de soutien, donc soutenir ces actions, soutenir ces activités. Faites justement des initiatives de ce genre. C'est pour ça que je conclue en vous disant mille fois merci pour cette opportunité. Voilà. Et je vous remercie. Merci, Mohamed. Alors, bon, nous avons un tout petit peu de temps pour ouvrir le débat et la discussion. Ce que je vous demanderai,
c'est d'intervenir en posant des questions et en le faisant le plus brièvement possible pour qu'on puisse avoir un véritable échange et que ce soit un échange respectueux, je dirais, des uns et des autres, quels que soient les points de vue qui seront avancés. Voilà. Alors, qui veut commencer? Personne, c'est parfait, on va pouvoir se coucher de bonne heure. Alors, le jeune homme là, oui, vas-y, puis ça sera toi, puis Paul après. Puis Camilla, alors attendez, parce que moi je connais pas tout le monde, hein, alors euh, vas-y, excuse-moi. Oui, moi je voulais juste vous me répondiez brièvement. J'ai l'impression qu'il y a un